Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 20 mars. Voici le sommaire de votre journal. Le Stade Louis II, investi par les jeunes rugbymen du monde entier. Le tournoi Sainte-Dévote a débuté aujourd'hui et se poursuivra demain. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du couple princier. Nous y étions. Diplomatie, le souverain a reçu le chef du gouvernement d'Andorre. Une audience suivie d'une réunion de travail sur laquelle nous reviendrons avant de recevoir Didier Gamerdinger, ambassadeur de Monaco au Japon, pour évoquer les 20 ans de relations entre les deux pays. Nous accueillerons ensuite Romain Cirlet, fraîchement nommé vice-président et directeur général de la Fondation Prince Albert II. Il sera notre second invité pour dresser le bilan de l'année écoulée. Et puis le bal de la Rose approche. Une de nos équipes a rencontré Christian Louboutin, le célèbre créateur, a imaginé cette nouvelle édition comme une véritable expédition spatiale. Le coup d'envoi de la 14e édition du tournoi Sainte-Dévote a été donné au Stade Louis II. Des petits rugbymen du monde entier ont fait le déplacement pour participer à cette compétition organisée par la Fédération monégasque de rugby en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène. Le couple princier et la princesse Gabriella étaient d'ailleurs présents à la cérémonie d'ouverture pour soutenir ces jeunes espoirs. Voyez ce reportage de Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Cette année, 23 pays sont représentés, venus de 6 continents différents, confirmant une nouvelle fois la dimension internationale du tournoi Sainte-Dévote. La journée a débuté par des ateliers rugby ouverts à tous, mettant à l'honneur les valeurs d'inclusion, de respect et de solidarité, avant la célèbre cérémonie d'ouverture où les 23 nations ont défilé selon leur tenue traditionnelle devant le couple princier, marquant ainsi le début de la compétition. Un magnifique tournoi encore cette année, avec un beau temps déjà. 23 pays qui vont se rencontrer, donc quasiment une Coupe du Monde des moins de 12 ans. Des souvenirs magnifiques pour tous ces enfants. Je pense que tous les enfants sont venus pour gagner, ça c'est plus que certain. Mais après, ça s'est fait aussi pour les valeurs du sport et de la paix, parce qu'on les a vus vivre ensemble toute la semaine quasiment, et c'est presque des copains entre eux. Sur le terrain, la compétition a démarré avec une affiche très attendue, la France face à l'Afrique du Sud, les deux dernières nations vainqueurs du tournoi en 2024 et 2025. Et c'est le Montpellier Rugby Club, seul représentant français et tenant du titre, qui s'est imposé 3 essais à 2. J'aime bien être avec mes amis, faire du sport et en même temps c'est collectif, on peut jouer on se fait des amis et tout, on joue avec d'autres personnes, contre des personnes, c'est fair play et voilà. 2 journées de compétition attendent les 23 équipes engagées dans le tournoi, avant la traditionnelle cérémonie de remise des prix demain soir. Le top 6 n'est plus si loin. La Roca Team a décroché une seconde victoire de suite en Euroleague. 98-93, c'est le résultat enregistré hier soir en Turquie face à l'Efes Istanbul. Alors qu'ils étaient menés toute la première partie ou presque, les Monégasques ont offert à leurs supporters une fin de match renversante. Tout autre chose à présent, une délégation andorrane est actuellement en principauté. Elle est menée par le chef du gouvernement d'Andorre qui a été reçu par le prince Albert II. Et cet après-midi, la délégation a participé à une réunion de travail au ministère d'État. Plusieurs dossiers ont été abordés comme le tourisme durable, la coopération en matière de santé ou encore la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient. Je vous propose d'écouter les réactions juste après cette réunion au micro de Fabien Bonnia. Cette visite se déroule précisément l'année où nous célébrons le 20e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Vous savez que la principauté de Monaco et la principauté d'Andorre sont deux pays qui partagent énormément de défis communs, qui ont énormément de spécificités partagées, communes. Et cela s'est traduit évidemment dans de nombreux domaines où je crois que nous avons approfondi nos excellentes relations bilatérales. L'objectif de cette visite, c'était de pouvoir témoigner en quelque sorte par la familiarité de nos rencontres des valeurs, de la communauté de points de vue que nous partageons avec la principauté d'Andorre. Et c'est la raison pour laquelle cette visite était importante, puisqu'elle est l'occasion de développer, d'opérationnaliser en quelque sorte un partenariat qui est déjà ancien, de pouvoir travailler sur des thématiques comme le tourisme, comme la protection intellectuelle, comme la politique en matière de prise en charge sanitaire,
tous ces enjeux que nous avons l'un et l'autre d'une certaine façon en commun. Tous ces sujets, vous le voyez, sont des sujets sur lesquels nous convergeons, nous partageons les mêmes vues, nous partageons la même manière de voir les enjeux mondiaux, mais également les enjeux plus locaux, qui sont ceux que nous mettons en œuvre au quotidien dans les politiques publiques dont nous avons la responsabilité. Monaco entretient des relations étroites également avec le Japon. Les deux pays fêtent cette année leurs 20 ans de relations diplomatiques. Plusieurs animations seront proposées et l'une des plus importantes a lieu demain sur le parvis du Grimaldi Forum. L'ambassadeur de Monaco au Japon, Didier Gamerdinger, livre les détails de la programmation dans cette interview menée par Patricia Navarro. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir Patricia. Nous fêtons donc cette année 2 décennies de relations diplomatiques avec le Japon. Comment pourrait-on qualifier la nature des relations diplomatiques et plus généralement étatiques entre Monaco et le Japon? Alors ces relations sont excellentes, elles s'inscrivent dans la durée puisque en fait dès 1969 le prince Régnier avait désigné son premier consul honoraire de Monaco au Japon. Et puis depuis lors, les liens d'amitié se sont sans cesse resserrés. Pour évoquer une période plus récente, l'année dernière, vous savez que Monaco a fait construire son propre pavillon à l'exposition universelle d'Osaka. Et puis nous avons eu la journée nationale de Monaco autour du prince souverain qui a remporté un succès considérable et qui illustre les liens extrêmement forts entre les Japonais, cet État, et la principauté de Monaco. Alors il y a eu effectivement au départ la volonté du prince Régnier III. Il y a eu l'an passé, vous l'avez mentionné, cette exposition universelle à laquelle Monaco a participé à Osaka. Quels ont été les autres temps forts de ces 20 dernières années? Il y a eu aussi une visite du prince souverain. Exactement, et j'indique souvent que quand j'ai présenté mes lettres de créance à Sa Majesté l'Empereur, je lui ai souhaité de la part du prince souverain une bonne santé pour lui-même, pour sa famille et la prospérité du peuple japonais. C'est très traditionnel évidemment. Et puis j'ai été surpris parce qu'il m'a dit « Ah mais moi le prince souverain, je le connais très bien et je l'apprécie. » Et je l'apprécie parce qu'il est venu au Japon pour mon intronisation, m'a dit l'empereur, et puis il est revenu aussi pour la Coupe du Monde de rugby. Il a tenu à être présent pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et ça avait beaucoup marqué l'empereur, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, on était encore en période de Covid, et le prince avait tenu, en tant que représentant de l'État de Monaco et membre du comité international olympique, à être présent lors de la cérémonie d'ouverture. Et ça a beaucoup marqué l'empereur et les Japonais. Donc des liens diplomatiques, des liens d'amitié, on l'entend. Comment ce 20e anniversaire va-t-il se traduire? Par plusieurs événements organisés tout au long de l'année? Alors il y a effectivement de nombreux événements en Principauté de Monaco et à Tokyo. Donc en Principauté de Monaco, nous avons déjà eu une rencontre artistique avec beaucoup de succès, une forte délégation japonaise qui s'est rendue en Principauté pour présenter ses œuvres. Nous aurons ce samedi, vous le savez, une présentation des grands tambours japonais qu'on appelle les taiko. C'est extrêmement impressionnant, avec de la danse également, et une présentation d'artisanat japonais. Donc samedi, entrée libre et gratuite à partir de 10h, et représentation des tambours à partir de 11h. Et puis animation également l'après-midi. Et puis tout au long de l'année, nous aurons encore plusieurs événements, des présentations de bouquets japonais, les ikebana, des cours de calligraphie, des cérémonies du thé, des dégustations également de saké japonais, de cuisine japonaise. Donc nous allons rythmer toute l'année avec des événements importants, culturels, historiques, conviviaux. Et puis nous aurons aussi, bien sûr, parce que c'est une tradition, une réception commune avec l'ambassadeur du Japon accrédité à Monaco, qui doit présenter prochainement ses lettres de créance. Donc une cérémonie officielle avec les hymnes, les discours et la dégustation sans doute de produits traditionnels à la fois japonais et monégasques, à une date qui sera affixée ultérieurement à voir avec l'ambassade du Japon à Monaco. Et preuve de l'étroitesse de ces relations qui unissent le Japon et la principauté, il faut bien le dire et il faut le souligner. Vous avez un bel élan derrière vous qui a été insufflé pour prendre part à toutes les manifestations qui seront organisées dans ce cadre-là. Vous n'êtes pas seul à la manœuvre. Oui, je vous remercie de le souligner parce qu'effectivement, ce genre d'événement important ne peut pas être organisé tout seul. Donc nous sommes plusieurs
à y participer. Donc l'ambassade du Japon à Monaco, bien sûr, l'ambassade de Monaco au Japon, le consulat honoraire du Japon à Monaco et une très belle association très active qui s'appelle Monaco Friends of Japan, qui promeut l'événement et qui assure la logistique et qui sera en place pour l'accueil. Et des célébrations auront également lieu au Japon ? Oui, nous avons en projet, en fin d'année, une soirée de gala pour illustrer, là encore, l'amitié entre Monaco et le Japon. Donc ce sera une soirée, sans doute le 30 novembre prochain, à Tokyo, une soirée qui s'intitulera Monaco. Et nous allons y convier un certain nombre de personnalités, les officiels du gouvernement japonais évidemment, mais tous les amis de la principauté. Et on aura plaisir, tous ensemble, à célébrer cette amitié entre Tokyo et la principauté de Monaco et à illustrer les liens très forts qui nous unissent. En conclusion, Didier Gamerdinger, que peut-on souhaiter pour l'avenir des relations entre la principauté et le Japon ? Eh bien, qu'elles se poursuivent dans l'esprit en fait qui nous a animés jusqu'à présent et qui nous sous-tend cette année, c'est-à-dire un esprit de proximité, d'appréciation mutuelle. Nos cultures sont extrêmement différentes, notre histoire aussi, mais pour autant nous apprécions à Monaco et au Japon l'histoire, la tradition, et ça nous rassemble. Et donc nous sommes de part et d'autre de ces océans qui nous séparent très désireux de nous connaître davantage mutuellement. Merci Didier Gamerdinger d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer ces 20 ans de relations diplomatiques entre Monaco et le Japon et cette journée donc d'animation samedi ouverte au public sur le parvis du Grimaldi Forum. Je vous en prie, merci beaucoup. Depuis 2006, elle met tout en œuvre pour faire progresser la santé planétaire. La Fondation Prince Albert II présentait son rapport d'impact 2025 au restaurant Marius. C'est là que nous retrouvons son nouveau vice-président et directeur général. Bonsoir Romain Cirlet. Bonsoir. Merci de nous accorder un moment en marge de cet événement essentiel pour vous, puisqu'il permet de faire le point sur l'année écoulée. Qu'est-ce que l'on peut retenir de positif cette année parmi vos nombreuses actions ? Alors, 2025 a été une année très dense, très positive pour la Fondation Prince Albert II de Monaco. Je rappelle que nous sommes une organisation à vocation environnementale avec un champ d'action très large puisque nous sommes engagés sur des questions de climat, de biodiversité, de pollution. Et nous avons plusieurs manières d'aborder ces sujets, mais avant toute chose, nous sommes une philanthropie. Donc en 2025, nous avons financé 26 projets, pour moitié développés par les équipes de la Fondation, pour l'autre moitié développée par des organisations tierces. Et ça représente 8,5 millions d'euros d'engagement. Donc une année qui a été très, très positive avec un fort impact, puisque ces projets nous permettent de protéger, de restaurer des écosystèmes sur terre et en mer. Ils nous permettent d'identifier des solutions également, des solutions qui sont innovantes, qu'on essaie d'accélérer, de passer à haute échelle. Et je dirais que dans l'action philanthropique de la Fondation, il y a d'autres éléments. D'abord la science. La science, elle est au cœur de notre engagement. Nous avons soutenu des chercheurs en leur attribuant des bourses. Nous avons également, et c'est un autre pan de notre activité, soutenu des communautés, souvent des communautés indigènes, puisqu'elles sont sur le front en matière d'efforts de conservation. Donc très gros volet philanthropique cette année, mais pas que. Nous avons également une vocation de lobbying. Cette année, nous avons organisé 30 événements qui nous ont permis de réunir des décideurs, du public, du privé, de la société civile pour faire avancer des grands sujets. Et j'aimerais aussi mettre l'accent sur notre activité d'investissement d'impact, puisqu'en 2025, nous avons soutenu des entreprises qui portent des solutions face aux enjeux environnementaux et qui ont un très fort impact. Et parmi les gros événements, il y a eu bien sûr le Blue Economy and Finance Forum, auquel le président français Emmanuel Macron a pris part. Exactement. Alors la Fondation se démarque particulièrement sur la thématique de l'économie et de la finance bleue. Ça fait 5 ans qu'on aborde ces sujets, 5 ans que l'on mène des actions et effectivement, nous avons organisé en mois de juin dernier le Blue Economy and Finance Forum, donc en partenariat avec l'Institut océanographique, avec le gouvernement princier, avec le gouvernement français. Et ça a été une vraie démonstration puisque nous avons réuni des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des personnalités comme le prince William,
des décideurs du domaine privé, que ce soit des CEO de grandes entreprises internationales ou des investisseurs. Donc le Blue Economy and Finance Forum nous a permis de mettre le sujet de l'économie bleue en haut de l'agenda international, mais pas seulement. Ça a été l'occasion de recueillir 8,7 milliards d'euros d'engagement d'ici à 2030 en faveur d'initiatives de l'économie bleue. Et ça se traduit par des choses très concrètes. La décarbonation du shipping, des solutions contre la pollution plastique, pour le tourisme durable ou encore pour des nouveaux systèmes alimentaires. Je ne vais pas faire la liste exhaustive de tous les secteurs qui sont impliqués, mais ça a un impact très concret. Et cet impact, on le doit aux actions qui ont été menées par la Fondation. On est en capacité de rassembler, mais pas seulement. On est également en capacité d'agir. Et au cœur de notre stratégie économie et finances bleues, nous avons un fonds. On a créé en 2024 un fonds d'investissement qui s'appelle le ReOcean Fund. Aujourd'hui, nous avons levé 75 millions d'euros via ce fonds. Nous avons réalisé 2 investissements. Et les entreprises que nous soutenons accélèrent réellement la transition vers une économie bleue durable et nous en sommes très fiers. Et la Fondation Prince Albert II de Monaco, vous l'avez dit, concentre ses efforts dans 3 domaines principaux, le changement climatique, la biodiversité et les ressources en eau. Quels sont les objectifs et les projets pour 2026 ? 2026, ça va être une année encore plus chargée que 2025 puisque nous célébrons notre 20e anniversaire. Donc il va bien entendu y avoir tout un programme autour des 20 ans de la Fondation. Maintenant, on va mettre l'accent sur des sujets qui sont essentiels. Nous allons poursuivre notre engagement en mer Méditerranée. C'est là où nous avons un impact très fort, une influence très forte. Nous soutenons notamment le développement d'aires marines protégées. Nous préservons des espèces en danger critique d'extinction. Nous luttons contre la pollution plastique. Donc la Méditerranée est centrale dans notre action. Maintenant, nous avons une vocation qui dépasse largement la Méditerranée, notamment dans les régions polaires. Nous venons de finaliser un symposium scientifique sur les régions polaires, en réunissant des scientifiques de l'Arctique, de l'Antarctique. Eh bien, nous allons continuer en 2026 cet effort. Et pour finir sur 2026, il y a également un très fort engagement de notre part envers les communautés indigènes. Nous avons une initiative qui s'appelle Forêt Communauté, qui va permettre de soutenir les peuples indigènes pour construire leurs capacités, préserver leurs droits et surtout mener des actions à très fort impact pour le climat et pour la biodiversité. Nous célébrons, vous l'avez évoqué, les 20 ans de la Fondation cette année. Comment est-ce que vous allez marquer cette date importante ? Alors, il y aura 2 grandes séquences. Un gala de charité qui sera organisé le 18 septembre à l'Opéra de Monaco. Donc ça va être une très belle opportunité de renouer avec les galas passés de la Fondation, donc une très belle soirée avec énormément de visibilité pour l'engagement du souverain. Il y aura aussi, au mois d'octobre, une cérémonie spéciale de remise des prix, à l'occasion de laquelle nous réunirons tout notre écosystème de partenaires et qui nous permettra de récompenser 3 lauréats, des personnalités exceptionnelles qui mènent des actions d'activisme dans le domaine de l'innovation ou encore dans le domaine de la science. Merci beaucoup, Romain Sirlet, pour votre disponibilité. Merci à vous. C'est l'un des événements les plus glamour de l'année en Principauté. La 70e édition du Bal de la Rose réunira demain soir 800 convives au Sporting Monte-Carlo. La salle des étoiles a été transformée pour l'occasion en véritable navette spatiale. La princesse de Hanovre, présidente de la Fondation Princesse Grace, a choisi le thème Galaxy Rose Bowl et a donné carte blanche cette année encore à son ami Christian Louboutin pour la mise en scène. Le créateur de la fameuse semelle rouge et Françoise Dumas, la coordinatrice du bal, sont au micro d'Alexandra Pani. Cette inspiration vient d'une rencontre avec l'ambassadeur de France à Monaco qui a présenté Monsieur Mignoux à la princesse de Hanovre et il a présenté donc son idée qui était une boîte dans laquelle il enfermerait une rose et qui serait envoyée dans la station spatiale pour voir comment se comportait la rose dans l'espace. Et cette rose, c'est la princesse de Monaco. Et ensuite, la princesse en a parlé avec Christian Louboutin et ils sont partis dans un délire spatial pour imaginer ce spectacle qui sera sûrement très différent des autres années parce que quand les invités vont arriver, ils arrivent au milieu d'une station. La station est censée faire des stops à chaque nouvelle galaxie rencontrée. Et pour chaque nouvelle galaxie,
Il y a un spectacle. Il y aura plusieurs apparitions du Crazy Horse Saloon, ensuite un ballet avec le groupe Kalinka, et le final, ce sera avec Imagination. Et puis le tout début, l'arrivée des invités, c'est Rondo Veneziano qui va animer toute l'arrivée des invités. Il y a un élément cosmique, il y a l'espace. Si on pense l'espace et si on pense le cosmos, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Alors je pense que c'est assez facile. Moi, je pars toujours de l'idée de voir déjà, si j'étais une femme, est-ce qu'une fois que je sais le thème, est-ce qu'il y a un vêtement ou des vêtements, des éléments qui vont arriver, ou si tout à coup c'est terrorisant et on se dit aïe 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 aïe, ça c'est vraiment la tuile, quelle idée stupide, etc. Et donc vraiment l'idée cosmique, il y a évidemment beaucoup de choses voilà. Il y a des couleurs ou il y a des non-couleurs, il y a l'argent, il y a l'idée des galaxies, donc l'idée de la lumière, il y a beaucoup de choses qui se développent et qui sont assez faciles de retrouver de partout en fait. Voilà. Donc le principe, c'est le cosmos, la galaxie, les galaxies, et ce qui peut s'y passer et comment on peut participer à une aventure dans le cosmos. Stéphane Bern a lui aussi répondu présent pour animer la tombola de la soirée. 7 prestigieux lots seront à gagner, dont un sublime collier de la maison Chanel. Autre rendez-vous cette fois économique, le Monaco Women Forum s'est tenu aujourd'hui au Méridien Beach Plaza. Comme chaque année, il met en lumière le travail et l'expertise de femmes d'exception dans tous les secteurs d'activité. Crescinda Petit-Homel et Alex Avial. 14 intervenants de haut niveau participent à cette édition avec des échanges consacrés aux grandes transformations qui façonnent nos sociétés. Parmi les secteurs représentés, la finance, la technologie, la science, l'espace ou encore la longévité. Sans la finance, on ne peut rien faire aujourd'hui. Sans l'argent, on ne fait rien. Parce que la santé, ça nous tient à tous. Et la longévité, on parle beaucoup de longévité. Qu'est-ce que ça veut dire la longévité? Ça veut dire qu'on vit plus longtemps. Ok, d'accord. Mais comment? Parce que vivre plus longtemps plein de maladies, c'est pas bien. Mais vivre plus longtemps en bonne santé, c'est ça l'intéressant. Donc ça nous concerne tous. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas bien vivre. Et après l'espace. Pourquoi l'espace? Nous avons découvert que dans le milieu de l'espace, il y a des avancées incroyables. Et elles sont vraiment formidables. Il y a des femmes qui travaillent et qui sont dans l'ombre, mais qui ont des compétences, l'année dernière on l'a vu, extraordinaires. Conférences, tables rondes et prises de parole d'experts, l'objectif: croiser les idées, partager les expériences et créer des connexions internationales durables tout en plaçant les femmes au cœur des discussions et en mettant surtout en avant leur leadership ainsi que leurs expertises dans des domaines encore largement dominés par les hommes. On commence à les voir, par exemple dans la finance, mais souvent les femmes de finance, ils restent derrière. C'est difficile de trouver des CEO qui parlent des personnes qui ont des rôles vraiment importants dans la finance. Donc on veut faire ça parce que dans la finance, il y a beaucoup de femmes engagées. Maintenant, on a des directeurs aussi, des directeurs généraux. Et même dans l'espace, comme je disais, il y a beaucoup de femmes qui ont des postes vraiment importants, mais après, quand on doit parler, on voit toujours... On n'a rien contre les hommes. Nous, on veut juste faire un petit peu à l'envers. On a aussi des hommes qui parlent chez nous, mais en quantité mineure. Un événement qui se veut à la fois un espace d'inspiration, d'échange et d'opportunités pour faire émerger, pourquoi pas, de nouvelles collaborations, accompagner les talents de demain et surtout mettre en avant le travail des femmes et leurs compétences dans différents domaines. On reste au Méridien qui accueille simultanément le Salon du Voyage. Si vous avez envie d'évasion, allez donc faire un tour parmi les 60 stands en place jusqu'à demain. Cet événement est un incontournable dans le secteur du tourisme de luxe dans la région. Léa Dutrouille et Alexandra Paolini nous y emmènent. Le voyage s'invite sur la Principauté, plus précisément au Méridien jusqu'à samedi soir. Un salon entièrement gratuit et dédié aux passionnés d'évasion, mais aussi aux curieux en quête de leur prochaine destination. Sur place, près de 60 exposants venus du monde entier présentent leurs offres. Objectif pour cette 3e édition, inspirer, conseiller et surtout donner envie de partir. Les gens ils recherchent la tranquillité, le soleil aussi, la diversité aussi des paysages. Beaucoup de gens aussi recherchent l'écotourisme aussi, parce qu'il y a beaucoup aussi sur le Brésil, le Costa Rica aussi, donc la Colombie, le Pérou. Donc c'est vrai que cette année c'était une grosse tendance au niveau du Brésil qui va
propager encore l'année prochaine avec tout ce qui se passe actuellement. Cette année, certaines tendances se dessinent. Des destinations plus lointaines, une envie d'expérience unique, loin du tourisme de masse, mais aussi éviter à tout prix certaines régions du Moyen-Orient impactées par la guerre en Iran débutée le 28 février dernier. Une situation qui oblige donc les compagnies à changer de cap. La situation ne facilite pas donc la possibilité de faire continuer à voyager. Et c'est pour cela qu'on est là, pour chercher réellement de leur apporter des solutions, de leur montrer de façon pédagogique qu'est-ce qu'on peut réaliser, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en Jordanie en toute sécurité. On a choisi de faire des parcours différents. Parcours aussi vers l'éco-responsabilité. On a créé un parcours, par exemple, d'observation des oiseaux. Il faut savoir qu'en Jordanie, c'est le seul lieu au monde où, en septembre-octobre, il y a plus de 450 espèces qui se retrouvent en Jordanie. Qui dit voyage dit croisière, et chez Explora Journeys, l'adaptation est un maître mot, même dans les situations les plus délicates. On avait un de nos navires qui est à Dubaï, pour des croisières de Dubaï. Bon, heureusement, en fin de saison, donc la saison, évidemment, s'est arrêtée, et donc le bateau, les passagers ont été tous rapatriés. Je voudrais d'ailleurs tirer un petit coup de chapeau, remercier, j'ai envie de dire, aussi tous ceux qui nous ont aidés. Alors nous, ça a été une grosse organisation à mettre en place. On a quand même affrété 7 avions. Tous les passagers sont rentrés sains et saufs. Et on a eu, et c'est ce que je voulais dire, un petit hommage quand même à Emirates, la compagnie aérienne, qui a été extrêmement conciliante et qui nous a beaucoup aidés pour rapatrier nos passagers. Une chose est sûre, que ce soit pour un week-end ou un voyage au bout du monde, les envies d'évasion, elles, n'ont jamais été aussi fortes. Vous n'êtes pas rassasiés, vous reprendriez bien une petite dose de voyage. Allez, nous partons direction l'Italie. Alexandra Pani et Hugo Comazza nous emmènent dans l'un des théâtres les plus mythiques du monde. Cette semaine, une soirée exceptionnelle a mis à l'honneur une création de danse made in Monaco. Je ne vous en dis pas plus. Nous sommes à Milan, derrière moi, le célèbre théâtre La Scala, où se déroule une soirée exceptionnelle. 3 chorégraphes invités. Parmi eux, le directeur chorégraphe des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot, pour une représentation de Dove la Luna. Ce ballet composé pour 7 danseurs est l'une des pièces les plus intimes du répertoire de Jean-Christophe Maillot. Une messe solennelle entre ombre et lumière. Pour les danseurs, l'interprétation doit être au plus juste, ni trop dramatique, ni trop légère. Il s'agit du premier ballet d'un triptyque qu'il dédie à son père. Je dis qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin dans la vie en fait. Nous, on est issus de nos parents. Moi, j'ai fait des enfants qui vont... J'ai l'impression vraiment qu'on est tous de passage comme ça sur une vie qui nous traverse, quoi. Et ce ballet-là, il est important parce qu'il est la représentation du lien très fort que j'avais avec mon père. Et ça, c'était une pièce que j'avais fait avant son départ, quand il était très malade. Et la princesse Caroline était très présente à ce moment-là. Et on avait passé ce moment ensemble où il y avait cette espèce d'état de grâce où les gens s'accompagnent les uns les autres dans des moments plus ou moins douloureux et où justement il n'y a pas cette tension dramatique, mais on sent qu'il y a quelque chose de grave et puis à la fois quelque chose de positif, d'ouvert aussi sur le futur. Donc c'est vraiment une pièce qui compte comme vers un paysage, comme Roméo. Il y a des pièces comme ça qui sont très emblématiques. Donc je suis encore plus heureux quand les gens sont touchés par cette pièce et surtout quand on se dit qu'elle a quand même 34 ans. 34 ans et pas une ride. Dove la Luna a été présentée pour la première fois dans ce prestigieux théâtre de la Scala, aux côtés de 2 autres créations de chorégraphes contemporains reconnus, Wayne McGregor et Ohad Naharin, à l'invitation du directeur du corps des ballets de la Scala, Frédéric Olivieri, ancien danseur étoile des ballets de Monte-Carlo. Cette soirée particulière où il y a Wayne McGregor, Ohad Naharin et Jean-Christophe Maillot, c'est un équilibre parfait. Donc ce ballet Dove la Luna, en plus c'est un titre italien, est magnifique. Il est très poétique, il est très fort, il est très prenant. Et donc je suis très content qu'on l'a présenté à la Scala et ça a eu un très gros succès. Pour ce Dove la Luna, un casting d'étoiles. Pour s'imprégner de cette pièce, ils ont pu travailler plusieurs semaines aux côtés de Bernice Kopiters. Bernice a bien transmis tout ça. Moi, je suis arrivé. Ça marche bien comme ça en binôme. Elle fait tout le travail
plus que préparatoire parce qu'elle les emmène beaucoup plus loin. Et puis moi j'arrive et je mets mes petites touches à la fin et c'est un vrai plaisir. C'était vraiment un vrai plaisir. Ouais. Et puis cette salle mythique quand même. J'étais là pendant 6 semaines et vraiment c'était un bonheur absolu. Les danseurs étaient super à l'écoute et aussi ils avaient vraiment cette capacité de rentrer dans le monde du maillot, quoi, avec cette poésie, cette sensibilité, etc. Ils étaient vraiment ouverts et une belle atmosphère, des belles personnes aussi. Ouais. Donc très à l'écoute, vraiment une belle expérience. L'affiche MacGregor Mayona Arin est à découvrir jusqu'au 28 mars à la Scala de Milan. Et pour celles et ceux qui souhaitent retrouver les ballets de Monte-Carlo ici, en Principauté, rendez-vous du 16 au 19 avril. Les ballets de Monte-Carlo interpréteront la création mondiale miniature à la Salle Garnier. C'est une musique qui vient d'Italie, un peu plus au sud de Milan, dans les régions de Toscane et d'Ombrie, les laudes italiennes des XIIIe et XIVe siècles. Ces chants poétiques qui étaient entonnés dans des confréries ont été interprétés par l'ensemble Gilles Binchois dans le cadre du Printemps des Arts. Le récit de José Sacré sur les images d'Alex Saviel. Depuis sa création en 1979, l'ensemble Gilles Binchois, sous la direction de Dominique Vellard, s'est attaché à découvrir, défricher, apprivoiser, révéler parfois et mettre en valeur toute une période de l'histoire de la musique, en particulier les répertoires du Moyen-Âge et de la Renaissance. Au programme du concert de l'ensemble Gilles Binchois à l'église Saint-Charles le 19 mars, les Laude Novella. Sont des chants écrits par des confrères, souvent ce ne sont pas forcément des musiciens professionnels très aguerris, mais qui en fait, on a la chance d'avoir 2 livres de chants avec les musiques, avec les chansons, avec les notes. Et en fait, c'est donc, très souvent, c'était écrit pour des confréries qui étaient des lieux de laïcs qui se réunissaient à des vues comme ça liturgiques, mais aussi caritatives souvent. Ce sont des musiques qui sont en même temps raffinées, mais qui ont une certaine simplicité. Donc en général, le public suit bien. Alors après, il faut convaincre les gens quand même, surtout les programmateurs, d'inviter pour ce genre de musique. Mais par exemple, au festival ici, c'est la 3e fois qu'on vient et M. Mantovani aime beaucoup ces musiques aussi, parce que c'est en même temps une écriture qui est passionnante, mais en même temps, sont des musiques qui passent très bien au public, qui sont agréables à entendre, disons. Il n'y a pas de dissonance très dure. Et en général, ces musiques-là, elles s'étaient faites quand même pour plaire aux gens, pour plaire aussi à Dieu. Mais... Le festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, c'est le festival de toutes les musiques après le Moyen-Âge et la Renaissance. Place au jazz, dimanche 22 mars au théâtre Princesse Grace avec le Yesai Karapetian Quintet. Avant de refermer ce 19h, un mot sur le Rolex Monte Carlo Masters 2026 qui arrive à grands pas. Début prévu dans 2 semaines, le 4 avril, au Monte Carlo Country Club. Les organisateurs ont attribué leurs premières wildcards à Stan Wawrinka et Matteo Berrettini. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Quelques photos pour terminer, des jeunes rugbymen venus participer au tournoi Sainte-Dévote. Ils sont dans l'objectif de Stéphane Dana. Dans un instant, la météo d'Alban Gingembre. Excellente soirée sur Monaco Info. À demain, même heure.
Bonsoir à tous. Demain à Monaco, il fera beau. Comme aujourd'hui, nous aurons droit à un ciel à moitié nuageux qui se dégagera progressivement pour laisser place au soleil. Les températures seront comprises entre 9 degrés le matin et jusqu'à 15 degrés l'après-midi. Profitez-en car dans la nuit, la situation se dégrade pour dimanche. Et le 21 mars, pensez à souhaiter une bonne fête aux Clémences.